comment les pantomimes pouvaient venir à bout de décrire intelligiblement une action et de donner à entendre par le geste les mots pris dans le sens propre comme le ciel, la terre, un homme, aussi bien que les verbes qui marquaient des actions ou des affections. Mais, dira-t-on, comment pouvait-il donner à entendre les mots pris dans le sens figuré qui sont si fréquents dans le style poétique? Je répondrai en premier lieu que le sens de la phrase donnait quelquefois l'intelligence de ces mots pris au sens figuré. En second lieu, Macrobe nous donne l'idée de la manière dont les pantomimes s'y prenaient lorsqu'ils avaient quelqu'un de ces mots à exprimer. Il raconte qu'Hylas, l'élève et le concurrent de Pylade, qui fut l'inventeur de l'art des pantomimes, comme nous l'allons dire, exécutait à sa manière un monologue qui finissait par ces mots: Agamemnon le grand. Hylas, pour les exprimer, fit tous les gestes d'un homme plus grand que lui. Pylade lui cria du parterre: Mon ami, tu fais bien de ton Agamemnon un homme grand, mais tu n'en fais pas un grand homme. Le peuple voulut que dans l'instant Pylade jouât le même rôle. Auguste, sous le règne de qui cette aventure arriva, aimait mieux que le peuple fût le maître au théâtre que dans le champ de Mars. Le peuple fut donc obéi, et lorsque Pylade exécuta l'endroit où il avait repris si hautement son élève, il représenta par son geste et par son attitude la contenance d'un homme plongé dans une profonde méditation pour exprimer le caractère propre du grand homme. Il n'était pas difficile de concevoir qu'il voulait dire par là qu'un homme plus grand homme que les autres, c'était un homme qui pensait plus profondément qu'eux. L'émulation était si grande entre Pylade et Batyle, un autre pantomime, qu'Auguste, à qui elle donnait quelquefois de l'embarras, crut qu'il devait en parler à Pylade et l'exhorter à bien vivre avec son concurrent que Mécénas protégeait. Pylade se contenta de lui répondre que ce qui pouvait arriver de mieux à l'empereur, c'était que le peuple s'occupât de Batyle et de Pylade. On croit bien qu'Auguste ne trouva point à propos de répliquer à cette réponse. Parlons de la personne des pantomimes. L'auteur du traité contre les spectacles des anciens que nous avons dans les œuvres de Saint Cyprien définit le pantomime un monstre qui n'est ni homme ni femme, dont toutes les manières sont plus lascives que celles d'aucune courtisane, et dont l'art consiste à prononcer avec son geste. Cependant, ajoute-t-il, toute la ville se met en mouvement pour lui voir représenter en gesticulant les infamies de l'Antiquité fabuleuse. Il fallait que les Romains se fussent mis en tête que l'opération qu'on ferait à leurs pantomimes pour les rendre eunuques leur conserverait dans tout le corps une souplesse que les hommes ne peuvent avoir. Cette idée, ou si l'on veut le caprice, faisait exercer sur les enfants comme destinés à ce métier la même cruauté qu'on exerce encore dans quelques pays sur les enfants dont on ne veut point que la voix mue. Saint Cyprien, dans la lettre qu'il écrivit à Donat pour lui rendre compte des motifs de sa conversion à la religion chrétienne, dit que les spectacles qui font une partie du culte des païens sont pleins d'infamie et de barbarie. Après avoir cité les horreurs de l'amphithéâtre, il ajoute, en parlant des pantomimes, qu'on dégrade les mâles de leur sexe pour les rendre plus propres à faire un métier si déshonnête, et que le maître qui a su faire ressembler davantage un homme à une femme est celui qui passe pour avoir fait le meilleur disciple. Les mâles sont privés de leur virilité, la honte d'un corps efféminé amollit toute la gloire et l'énergie de leur sexe, et plus on a brisé un homme pour en faire une femme, plus on plaît là-bas. Combien, dit Tertullien dans son traité contre les spectacles, un pantomime est-il obligé de souffrir de maux dans son corps afin qu'il puisse devenir un comédien? Que de maux un pantomime supporte-t-il dans son corps depuis l'enfance pour pouvoir être un artiste? En effet, Lucien dit que rien n'était plus difficile que de trouver un bon sujet pour faire un pantomime. Après avoir parlé de la taille, de la souplesse, de la légèreté et de l'oreille qu'il doit avoir, il ajoute qu'il n'est pas plus difficile de trouver un visage à la fois doux et majestueux. Il veut ensuite qu'on enseigne à cet acteur la musique, l'histoire et je ne sais combien d'autres choses capables de faire mériter le nom d'homme de lettres à celui qui les aurait apprises. Nous lisons dans Zosime et dans Suidas que l'art des pantomimes naquit à Rome sous l'empire d'Auguste, et c'est ce qui fait dire à Lucien
que Socrate n'avait vu la danse que dans son berceau. Zosime compte même l'invention de l'art des pantomimes parmi les causes de la corruption des mœurs du peuple romain et des malheurs de l'Empire, car la danse des pantomimes, d'abord inconnue, entra en usage à cette époque-là. Pylade et Batyle en étant les premiers maîtres, et en outre il y en eut d'autres qui furent la cause, jusqu'à maintenant de nombreux malheurs. En effet, les Romains, comme on va le voir, devinrent fous de cette espèce de spectacle. Les deux premiers instituteurs de nouvel art furent donc Pylade et Batyle, qui ont rendu leur nom aussi célèbre dans l'histoire romaine que le peut être dans l'histoire moderne le nom du fondateur de quelque établissement que ce soit. Pylade avait composé son recueil de gestes tirés pour m'exprimer ainsi des trois recueils de gestes dont nous avons déjà parlé et qui servaient pour la tragédie, pour la comédie et pour ce poème dramatique que les anciens appelaient satire. Pylade avait nommé l'italique l'art du geste propre aux pantomimes. Ainsi, depuis le temps de Pylade, il y eut 4 recueils de gestes propres au théâtre. Les Méléia, qui servaient à jouer la tragédie, le Cordax, qui servait pour la comédie, le Sicinis, qui servait pour la satire, et l'italique, qui servait pour les pièces exécutées par les pantomimes. M. Cagliacchi Candio, mort vers l'année 1708, professeur en belles lettres dans l'université de Padoue, prétend que l'art des pantomimes fut plus ancien qu'Auguste, mais il prouve mal son opinion. Cet auteur prend pour l'art des pantomimes, qui consistait à réciter une pièce ou une scène suivie sans parler, ce que Tite-Live appelle le geste pour représenter les chants, l'art d'exprimer à son gré et arbitrairement en dansant quelques passions, art qui était certainement plus ancien qu'Auguste. Nous rapporterons dans la suite un passage de Sénèque le père, qui avait pu voir Pylade et Batyle, dans lequel il est dit que Pylade réussissait beaucoup mieux que Batyle dans les sujets tragiques, mais que dans les sujets comiques, Batyle réussissait beaucoup mieux que Pylade. Athénée nous donne la même idée de ces deux pantomimes. Nous trouvons la même remarque dans un grand nombre d'anciens écrivains. Pour dire que les pantomimes jouaient une pièce, on disait qu'ils dansaient leur pièce, mais nous en avons déjà exposé les raisons. On se servait dans ces représentations de flûtes d'une espèce particulière et qu'on appelait flûte dactylica. Apparemment, le son de cette flûte imitait le son de la voix humaine mieux que les autres, et de la manière dont l'imitent nos flûtes traversières. Elle n'en était plus propre à jouer le sujet, c'est-à-dire, suivant ma conjecture, le chant noté des vers ou la déclamation qui devait se réciter dans les représentations ordinaires, car on voit dans un passage de Cassiodore, rapporté ci-dessus, que la flûte dactylica était soutenue par d'autres instruments qui servaient apparemment de basse continue à son chant. Ce qui paraîtra surprenant, c'est que ces comédiens qui entreprenaient de représenter des pièces sans parler ne pouvaient pas céder des mouvements du visage dans leur déclamation. Qu'on me permette cette phrase, il fallait qu'ils eussent de l'expression de reste, mais il est toujours constant qu'ils jouaient masqués ainsi que les autres comédiens. Lucien dit dans son traité de la danse que le masque du pantomime n'avait pas une bouche béante comme les masques des comédiens ordinaires, et qu'il était beaucoup plus agréable. Macrobe raconte que Pylade se fâcha un jour qu'il jouait le rôle d'Hercule furieux de ce que les spectateurs trouvaient à redire à son geste trop outré, suivant leurs sentiments. Il leur cria donc, après avoir ôté son masque, « Fou que vous êtes, je représente un plus grand fou que vous ». Macrobe rapporte encore dans le même endroit d'autres traits de ce fameux instituteur des pantomimes. Il est à croire que ces comédiens commencèrent d'abord par exécuter à leur manière les scènes des tragédies et des comédies qui s'appelaient des cantiques. Je fonde cette conjecture sur 2 raisons. La première est que les écrivains de l'Antiquité qui ont vécu avant Apulée ne parlent point, autant qu'il m'en souvient, de pièces dramatiques exécutées par une troupe de comédiens pantomimes. Ils ne font mention que de monologues ou de cantiques dansés par des comédiens muets. Nous trouvons même dans l'ouvrage de Lucien, qui vient d'être cité, qu'un étranger, voyant 5 habits préparés pour un même pantomime, qui devait jouer successivement 5 rôles différents, demanda si la même personne les porterait tous les 5. Il semble qu'il n'y aurait pas eu lieu à faire cette question si l'on avait vu dès lors des troupes de comédiens pantomimes. Des troupes de comédiens pantomimes. La seconde raison, c'est que vraisemblablement la chose a dû arriver ainsi.
il aura fallu que les premiers pantomimes, pour être goûtés par les spectateurs, s'en fissent entendre et nos comédiens, pour être plus aisément entendus, auront commencé par exécuter en déclamation muette les plus belles scènes des pièces dramatiques les plus connues. S'il se formait des pantomimes à Paris, ne conçoit-on pas qu'ils débuteraient par exécuter dans leur jeu muet les belles scènes du Cid et des autres pièces les plus connues, en choisissant celles où l'action demande que le comédien prenne plusieurs attitudes singulières, qu'il fasse plusieurs gestes faciles à remarquer et qu'on puisse reconnaître aisément quand on les voit faire sans entendre le discours dont ils font l'accompagnement naturel. Il débuterait par exemple en représentant la scène qui se passe entre Mercure et Sosie dans le premier acte d'Amphitryon. Si les pantomimes voulaient exécuter les scènes de nos opéras, ils débuteraient par la dernière scène du quatrième acte de Roland, où ce héros devient furieux. Peut-être fût-ce du temps de Lucien même qu'il se forma des troupes complètes de pantomimes et qu'ils commencèrent à jouer des pièces suivies. Apulée, qui a pu voir Lucien, nous rend un compte exact de la représentation du jugement de Paris, faite par une troupe de pantomimes. On voit dans ce récit curieux que Junon, Pallas et Vénus parlèrent l'une après l'autre à Paris, et qu'elles lui firent les promesses que tout le monde sait en s'expliquant par des gestes et par des démonstrations concertées avec les instruments qui les accompagnaient. Apulée remarque même plusieurs fois que c'était en gesticulant qu'elle se faisait entendre, nutibus ou gestibus. Apulée dit en parlant de Junon, cette jeune fille, pendant que la flûte faisait entendre des êtres variés, des airs variés, promet au berger par des gestes sobres et sans affectation au regard des autres, et une mimique empreinte de dignité, de lui donner l'empire de toute l'Asie, s'il lui décernait le prix de la beauté. Pour Minerve, celle-ci, pleine de vivacité, agitant la tête, lançant des regards menaçants, faisait comprendre à Paris, par une mimique rapide et compliquée, que s'il lui accordait la victoire de la beauté, il deviendrait par son appui vaillant et illustre grâce à des trophées guerriers. Quant à Vénus, bougeant insensiblement la tête, elle commença à s'avancer et de ses gestes sensuels à répondre à la douce musique des flûtes et à danser quelquefois avec ses seuls yeux. Dès qu'elle le fit en présence de son juge, on croyait au mouvement de ses bras qu'elle promettait. Chaque déesse avait encore sa suite particulière et composée de plusieurs acteurs. Comme les pantomimes étaient disposés de rien prononcer, et comme ils n'avaient que des gestes à faire, on conçoit aisément que toutes leurs démonstrations étaient plus vives et que leur action était beaucoup plus animée que celle des comédiens ordinaires. Ces derniers ne pouvaient, dans les dialogues, donner à la gesticulation qu'une partie de leur attention et de leur force, parce qu'alors ils parlaient eux-mêmes et qu'ils étaient obligés, dans les monologues où ils ne parlaient pas, à faire tomber en cadence leur jeu muet avec la récitation de celui qui prononçait pour eux. Le pantomime, au contraire, était entièrement le maître de son action, et son unique soin était de rendre intelligiblement ce qu'il voulait exprimer. Aussi Cassiodore appelle-t-il les pantomimes des hommes dont les mains disertes avaient, pour ainsi dire, une langue au bout de chaque doigt, des hommes qui parlaient en gardant le silence et qui savaient faire un récit entier sans ouvrir la bouche, enfin des hommes que Poligny, la muse qui présidait à la musique, avait formés afin de montrer qu'il n'était pas besoin d'articuler des mots pour faire entendre sa pensée. C'est ainsi qu'il s'en explique dans la lettre qu'il écrit au nom de Théodoric, roi des Ostrogoths, à Symaque, préfet de Rome, pour lui ordonner de faire réparer le théâtre de Pompée aux dépens de ce prince. Cassiodore, après y avoir parlé des tragédies et des comédies qui se représentaient sur ce théâtre, ajoute donc les mains très bavardes des pantomimes, leurs doigts expressifs, leur silence criard, leur déclamation muette que la muse Poligny, raconte-t-on, inventa, montrant que les hommes peuvent vouloir signifier sans un souffle de la bouche ce qui lui appartient. Si on en croit Martial et quelques autres poètes, les pantomimes faisaient des impressions prodigieuses sur les spectateurs. On sait les vers de Juvenal. Quand, avec des gestes lascifs, Bathilde se met à danser, la Leda, Tucia. Mais la plupart de ces passages sont tels qu'on ne saurait les citer même en latin. D'ailleurs, les poètes sont suspects d'exagération. Ainsi contentons-nous de citer les écrivains en prose. Sénèque le père, qui exerçait une profession des plus graves qui fussent de son temps, confesse que son goût pour les représentations des pantomimes était une véritable passion.
Pour citer ma folie, ce sont ces termes. Pylade n'était plus le même acteur dans le comique, ni Bathile dans le tragique. Quand Sénèque dit ce qu'on vient de lire, il parle de la difficulté qu'il y a de réussir dans plusieurs professions. Et pour le prendre à témoin de ma maladie, Pylade était loin de lui-même dans la comédie, Bathile dans la tragédie. Lucien dit qu'on pleurait aux représentations des pantomimes comme à celles des autres comédies. L'art des pantomimes aurait eu plus de peine à réussir parmi les nations septentrionales de l'Europe, dont l'action naturelle n'est pas fort éloquente ni assez marquée pour être reconnue bien facilement lorsqu'on la voit sans entendre, sans entendre le discours dont elle doit être l'accompagnement naturel. La copie est toujours moins animée que son original, mais comme nous l'avons observé déjà, les conversations de toute espèce sont plus remplies de démonstrations, qu'elles sont bien plus parlantes aux yeux, s'il est permis d'user de cette expression, en Italie que dans nos contrées. Un Romain qui veut bien quitter la gravité de son maintien étudié et qui laisse agir sa vivacité naturelle est fertile en gestes. Il est fécond en démonstrations, qui signifient presque autant que des phrases entières. Son action rend intelligible bien des choses que notre action ne saurait pas deviner, et ses gestes sont encore si marqués qu'ils sont faciles à reconnaître lorsqu'on les revoit. Un Romain qui veut parler en secret à son ami d'une affaire importante ne se contente pas de ne se point mettre à portée d'être entendu. Il a encore la précaution de ne se point mettre à portée d'être vu, craignant avec raison que ses gestes et que les mouvements de son visage ne fissent deviner ce qu'il va dire. On remarquera que la même vivacité d'esprit, que le même feu d'imagination, qui fait faire par un mouvement naturel des gestes animés, variés, expressifs et caractérisés, en fait encore comprendre facilement la signification lorsqu'il est question d'entendre le sens des gestes des autres. On entend facilement un langage qu'on parle, mais le langage des muets du grand seigneur, que leurs compatriotes n'ont pas de peine à comprendre et qui leur semble un langage distinctement articulé, ne paraîtrait qu'un bourdonnement confus au peuple du nord de l'Europe. Joignons à ces remarques la réflexion qu'on fait ordinairement qu'il y a des nations dont le naturel est plus sensible que celui d'autres nations, et que l'on n'aura pas de peine à comprendre que les comédiens qui ne parlaient point puissent toucher infiniment des Grecs et des Romains, dont ils imitaient l'action naturelle. J'alléguerai comme une espèce de preuve de ce que je viens d'avancer le livre d'un auteur italien, Giovanni Bonifacio, intitulé L'arte dei cigni, ou l'art de s'expliquer par signes. On ne voit pas en lisant cet ouvrage que son auteur ait su que les pantomimes des anciens se fissent entendre sans parler. Cependant, la chose lui a paru possible. C'est ce qui lui a fait composer un volume in-quarto de plus de 600 pages et divisé en deux parties. Il enseigne dans la première la méthode de dire ce qu'on veut par signe et par geste, et il montre dans la seconde partie l'utilité de ce langage muet. Ce livre fut imprimé à Vicenza en 1616.